Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à WandaVision épisode 8, l'avant-dernier épisode. Comme d'habitude, cette vidéo se composera d'une première partie avec mon avis et puis surtout mon analyse, et puis d'une seconde partie avec les théories pour le prochain et dernier épisode de cette mini-série. A priori, on ne pense pas qu'il y aura une saison 2, même si rien n'est sûr pour le moment. Et aussi, comme d'habitude, si vous souhaitez vous abonner à Disney+, pour profiter de WandaVision et de tout le contenu qui est déjà présent et qui va arriver très prochainement, eh bien je vous invite à le faire en passant par le lien qui est en description de la vidéo, puisque cela vous permettra aussi de soutenir la chaîne au passage. Et enfin une nouveauté pour commenter ensemble et en direct en quelque sorte le dernier épisode de WandaVision. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch qui s'appelle Captain Popcorn Twitch, vous trouverez un lien en description. Et ce sera le vendredi 5 mars à 21 h. On pourra en discuter en direct pendant 1 heure environ. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal, la chaîne Twitch est complètement déserte puisque je vais me lancer à cette occasion et j'espère que ce sera vraiment un beau lancement et que vous serez présents au rendez-vous. Pour commencer par mon avis, il m'a semblé voir par-ci par-là sur internet que des personnes n'avaient pas été convaincues par la structure de cet épisode qui consistait à revenir sur le passé d'Agatha un peu et celui de Wanda beaucoup. Alors de mon point de vue, j'ai été vraiment convaincu, au contraire, ça me semblait très intéressant et ce à premier niveau, aussi bien dans la structure de WandaVision que pour la cohérence du MCU en général, et surtout on nous offrait au passage des scènes parfois très émouvantes. En termes de performance d'actrice, surtout pour cet épisode, j'ai été pas déçu, ce serait beaucoup dire, mais disons que j'ai trouvé que Catherine Hahn, l'interprète de Agatha Harkness, en faisait un peu trop. Autant ça passait parfaitement dans son rôle d'Agnès dans les sitcoms, là je comprends bien l'idée, c'est de proposer un personnage un peu excentrique, plus grand que nature, avec cette sorcière de plusieurs centaines d'années, mais c'était peut-être un petit peu trop parfois, donc comme je le disais, même si je perçois bien le concept, et qui s'inscrit quand même pas mal aussi dans ce qu'avait proposé par exemple Cate Blanchett dans le personnage de Hela dans Thor Ragnarok, mais quoi qu'il en soit, j'ai été plus convaincu par la performance assez subtile et assez profonde de Elizabeth Olsen, qui était très émouvante dans cet épisode. Dans cet épisode, Agatha Harkness va forcer Wanda à prendre le chemin de ses souvenirs les plus marquants pour enfin comprendre quelle est la véritable source de son pouvoir. Contrairement à ce que je pensais, Agatha n'a donc absolument rien à voir avec la création initiale du X pesant sur Westview. En effet, Agatha a tout simplement été attirée sur place lorsqu'elle a perçu les répercussions de la magie brute, des sortilèges du point de vue d'Agatha, qui ont été déversés par Wanda pour créer et aussi réarranger sa petite vie, sa petite ville, au gré de ses souhaits et de son amour pour les sitcoms, là où jamais rien de grave ne peut vraiment survenir. La prise de contrôle d'Agatha sur cet épisode s'exprime dès le logo Marvel sur fond violet, la couleur de la magie d'Agatha. Pour cet épisode, plus de générique de sitcom, ni de redouté panneau Please Stand By à la fin, puisqu'on est sorti pour de bon de la bulle magique de Wanda pour entrer en quelque sorte dans celle d'Agatha. Agatha dont on découvre la scène marquante d'origine en 1693 à Salem. Elle évoquait déjà dans un précédent épisode le 2 juin comme date d'anniversaire possible que Ralph pourrait peut-être se rappeler, date marquant le début des fameux procès qui emportèrent des dizaines de personnes, et notamment des femmes, dans une forme de paranoïa collective qui frappa alors cette région d'une Amérique encore en pleine colonisation. Dans cette version fictive, c'est un règlement de compte entre sorcières auquel on assiste, puisque Agatha a accédé à un savoir et surtout un pouvoir particulièrement terrible et interdit. Seul petit problème quand on cherche à exécuter une sorcière qui a tendance à jouer avec le démon peut-être, eh bien on n'utilise pas la magie, on utilise plutôt des méthodes plus conventionnelles, donc si vous-même dans votre vie quotidienne, ça peut arriver, vous êtes confronté à ce cas, vous vous en souviendrez j'espère. Agatha, ou du moins le pouvoir qui l'habite, se révèle bien trop puissant et elle absorbe l'énergie vitale et la magie des sorcières en traçant un parfait parallèle avec la publicité de l'épisode 6, jusqu'au visage des sorcières qui finissent comme celui du petit garçon qui était coincé sur l'île déserte. La meneuse des sorcières est la mère biologique d'Agatha, ce qui est encore plus cruel bien sûr, mais elle est convaincue que sa fille ne peut pas faire le bien, et ce n'est que trop tard qu'elle se décide à attaquer directement Agatha. Une forme de tiers d'énergie magique se forme sur son front alors qu'elle use de tout son pouvoir, ce qui pourrait être un teasing pour une expression comparable à venir sur notre Wanda préférée. Et cette fameuse broche dont on essaie de deviner le sens depuis le début est donc pour Agatha
une forme de terrible rappel à ce moment de victoire mais aussi de meurtre de sa propre mère. Les trois formes correspondent quasiment à coup sûr à la figure de la déesse triple. Certains d'entre vous l'avaient déjà évoqué dans les commentaires, c'était une piste tout à fait probable. C'est une figure récurrente dans diverses mythologies avec la jeune femme, la mère et la vieillarde, ou encore par exemple Artémis, Sélénée et Hécate, la triade lunaire. Une scène que j'ai trouvée très marquante et très réussie dans l'ensemble, seul petit bémol que je me permettrai d'observer, c'est que Agatha quitte les lieux en volant, ce qui vient un peu contredire son discours ensuite pour expliquer que même les petits effets magiques sont difficiles à obtenir et demandent de nombreuses années d'études. Alors elle s'envole comme si c'était facile, ça fait très super-héros. Et c'est dans la partie théorie que je reviendrai sur le bruit et l'impression qu'on a lorsque Agatha se met à absorber l'énergie vitale des autres sorcières, ainsi que sur l'éventuelle signification de l'incantation latine que ces sorcières prononcent pour attaquer Agatha. Dans le sous-sol de Theta Agatha, on a donc droit à un cours accéléré sur les bases de la sorcellerie. Les runes aperçues en fin d'épisode 7 permettent de bloquer l'accès de Wanda à sa propre magie, et des années d'études et de pratiques sont normalement nécessaires pour le contrôle mental ou encore la transmutation, même pour une sorcière aussi puissante qu'Agatha. Et c'est donc la pure soif de savoir, de connaissance qui motiverait cette dernière, jalouse de la façon dont Wanda serait capable de véritables prodiges alors qu'elle ne semble même pas connaître les bases des règles de la sorcellerie. Le fait que Seigneur Scratchy mange la cigale est clairement un indice quant à sa nature démoniaque, mais on poursuivra ses réflexions dans la partie théorie pour tenter de deviner s'il est un familier ou plus encore. Exactement comme le Docteur Strange dans Thor Ragnarok avec Thor, Agatha a besoin d'un cheveu de Wanda pour lancer un sortilège en rapport avec sa mémoire. Au passage, je dirais quand même que la perruque que porte Elizabeth Olsen m'a un peu plus gêné que d'habitude, mais bon, rien de très grave. Direction la Sokovie aux alentours de 1999 ou 2000, où l'on découvre les parents de Wanda et Pietro, qui n'ont donc rien à voir avec les acteurs des publicités, ce qui écarte cette théorie. De toute évidence, il ne s'agit pas ici de Magneto, sachant que le sujet reste ouvert, même si dans la version la plus récente des comics, il n'est plus de toute façon le père biologique de Wanda et Pietro. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr l'importance des sitcoms comme moment privilégié et protégé pour Wanda, ce qui vient expliquer pourquoi c'est spécifiquement dans ce type de fiction qu'elle trouvera ensuite instinctivement refuge. Le choix de l'épisode du Dick Van Dyke Show, It Might Look Like a Walnut, est intéressant à plusieurs niveaux. En effet, il s'agit du tout premier épisode de sitcom qui va utiliser le principe du cauchemar dont le personnage principal n'a pas conscience. C'est aussi un épisode qui fait un mélange entre la comédie, un peu de science-fiction et même une pointe d'étrange, une formule qui ressemble étrangement à celle de WandaVision. Dans cet épisode du Dick Van Dyke Show, on a aussi le concept d'une pierre venue de l'espace contenue dans une noix dans l'épisode. Et qui émet un bruit bizarre, qui a des pouvoirs. On peut bien sûr y voir une référence à la pierre de l'esprit, qui elle-même était un peu contenue dans une coque bleue, puisqu'on le verra plus tard avec la scène du sceptre de Loki, et à l'intérieur duquel était la véritable pierre, et on sait à quel point elle aura une importance pour la suite. Dernier élément marquant dans cet épisode du Dick Van Dyke Show, eh bien ce sont des extraterrestres qui remplacent des êtres humains en prenant plus ou moins leur apparence. Ce qui peut carrément renvoyer vers la prochaine série Secret Invasion avec les Kree et les Skrulls. Et alors, quant à savoir s'il y a éventuellement des Kree ou Skrulls dans WandaVision, allez savoir, on ne sait jamais. Alors oui, c'est vrai, il y a un petit problème de chronologie, le DVD de Malcolm n'aurait pas été disponible à l'époque a priori, mais franchement, tout le monde s'en fout. Le bombardement qui tue les parents et la bombe Stark Industries qui n'explose pas, voilà bien un traumatisme fondateur qu'on découvre enfin en images, avec la confirmation absolue au passage que la première publicité de la saison y était donc bien une directe référence. Plus important encore sans doute, on découvre que Wanda disposait déjà alors de pouvoirs de sorcière puisque Agatha remarque qu'elle a manipulé les probabilités pour que la bombe n'explose pas. Et cette notion d'origine vient recouper celle de Wanda dans les comics, puisqu'initialement c'est ainsi qu'étaient décrits ses pouvoirs dans les pages des bandes dessinées. Elle pouvait manipuler les probabilités, la chance tout simplement,
et faire que tel ou tel événement survienne ou ne survienne pas. Une découverte intéressante, aussi bien pour nous spectateurs que pour Agatha, mais pas encore suffisante pour expliquer l'incroyable phénomène de Westview, donc hop, direction les expériences d'Hydra, avec le fameux sceptre de Loki, comme on l'appelle, et surtout la pierre d'infinité de l'esprit. Je pense qu'on peut affirmer sans aucun doute que la pierre a choisi Wanda, car elle a reconnu en elle un être extrêmement rare, un nexus, concept que je vous expliquais dans la précédente vidéo. Et lorsque Wanda distingue un aperçu d'elle-même dans toute la gloire du costume final de la sorcière rouge, je pense qu'elle voit non seulement le futur, mais aussi l'incarnation de cette idée d'entité constante, d'axe, autour duquel se développent les univers parallèles. Et on a même quelques détails de ce nouveau costume dans un poster qui était dédié à Wanda. On a donc de fortes chances de le voir concrètement dans l'épisode 9. Pour résumer là où je veux en venir concernant cet être Nexus et le choix de la pierre d'infinité, il me semble que Wanda serait capable de faire encore bien plus que le phénomène déjà incroyable de Westview qui fascine une sorcière vieille de plusieurs centaines d'années telle que Agatha. Ce moment entre la pierre et Wanda n'a existé que sur un plan différent, un temps différent, et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas être capturé par les caméras. C'est du moins l'interprétation que je préfère par rapport à une simple manipulation des bandes par Wanda. Dans l'extrait de la série The Brady Bunch que Wanda regarde ensuite, un faux bébé est traité comme un vrai, ce qui pourrait être une sorte de mise en garde quant à Billy et Tommy. On remarque que la poupée de la petite fille est quasiment la même que celle utilisée par Vision dans l'épisode 3 pour s'entraîner à changer une couche. Reste à comprendre l'origine de l'amour qui unit Wanda et Vision, et direction la base des Avengers pour une superbe scène située directement après les événements de l'ère d'Ultron. Vision entre par le mur, en référence à la scène de Civil War. Wanda ressent le puissant ressac d'une vague de chagrin qui menace de la noyer, et la noyade, c'est exactement l'expression qu'avait utilisée Monica dans l'épisode 5 pour décrire ce qu'elle avait ressenti à l'intérieur du X. Alors que Wanda tente de trouver une forme de réconfort en regardant Malcolm, Vision s'est trouvé des mots incroyablement justes et même poétiques pour mettre en perspective le chagrin de Wanda suite à la mort de son frère Pietro. What is grief if not love persevering? Et franchement avec ça, pas étonnant que Vision ait cité William Shakespeare comme inspiration pour le prénom de Billy, sachant que Billy c'est le diminutif de William en anglais. Et oui, on peut dire que le synthézoïde a une véritable âme de poète, et puis après tout, avec Thor lui-même et Steve, il est le seul à être jugé digne par Mjolnir de le porter, c'est pas n'importe qui le synthézoïde. L'échange sur les sitcoms et la gravité toute relative des problèmes qu'on y trouve semble faire écho à WandaVision qui, malgré les apparences, n'est justement pas une sitcom, et où tout ne pourra donc pas finir parfaitement bien pour tout le monde, je le crains. Le jeu de sourire timide et de regard entre les deux personnages est tout simplement parfait. Quant à la larme qu'Agatha semble verser, difficile de se prononcer quant à sa sincérité. Mais pourtant, j'aime à supposer qu'il en reste un peu de la sincérité au fond d'Agatha malgré tous ses actes maléfiques, et peut-être même un peu de sensibilité, et comme je vous l'évoque depuis longtemps maintenant, elle a peut-être le souhait de faire revenir un être de la mort, alors s'agit-il de sa mère ou d'une autre personne, peut-être qu'on le découvrira. La dernière phase de la thérapie de choc qu'Agatha a concoctée pour Wanda nous amène au siège du Sword, où ce gros pourri de Tyler Hayward a clairement tissé un piège émotionnel à la pauvre Wanda. Après des années de recherche sur le corps de Vision, des recherches infructueuses, on peut supposer qu'à ce moment, juste quelques semaines avant le début des événements de WandaVision, de l'apparition du X à Westview, puisque rappelez-vous, Wanda a été ramenée avec le snap de Hulk, elle est donc là depuis quelques semaines seulement à peine, eh bien on peut supposer que Tyler Hayward commence à comprendre que c'est justement l'énergie de Wanda qui serait peut-être la seule source susceptible de faire revenir en ligne, comme il dit, cette fameuse arme consciente qu'il appelle de ses voeux. Et donc c'est lui qui va distiller cette idée dans l'esprit de Wanda, idée selon laquelle elle pourrait ressusciter Vision. Et pourtant Wanda souhaitait juste pouvoir faire son deuil et un lieu de repos digne pour Vision. J'ai adoré lire la peur dans les yeux de ceux qui la croisaient dans les couloirs. La réplique qu'elle donne en sondant par magie la tête de Vision est poignante, puisque ce I can't feel you fait écho aux deux I just feel you d'Infinity War, d'abord quand Wanda cherchait à comprendre la pierre sur demande de Vision, et ensuite quand Vision lui-même lui répète ces mots alors qu'elle s'apprête à le tuer en détruisant la pierre. À l'époque, dans ma critique de Infinity War, j'avais déjà souligné combien ces scènes étaient de mon point de vue les plus puissantes émotionnellement du film, et avec cette belle écriture, WandaVision vient encore élever tout ça d'un cran.
Émotion qui atteindra bientôt son paroxysme suite au départ de Wanda, départ sans le corps de Vision, contrairement au mensonge que nous servira Tyler Hayward un peu plus tôt dans la série. Direction Westview, où nous apercevons quelques-uns des habitants déjà vus dans la série. Au passage, la plaque de la voiture de Wanda porte le mot Excelsior, qui est un clin d'œil à l'une des expressions favorites de Stan Lee pour conclure ses fameux éditos de comics. Apparemment, Vision avait donc fait l'acquisition d'une propriété pour y construire une maison pour Wanda et lui. Alors ne me demandez pas comment un androïde dans le droit américain peut devenir propriétaire immobilier. Tout ce qui compte, c'est que la scène est d'une grande puissance émotionnelle. Le projet d'une vie ensemble, vieillir à deux, c'était déjà un peu utopique du vivant de Vision, d'autant plus qu'il ne doit pas vraiment pouvoir vieillir physiquement. Mais c'est l'intention qui compte, inscrite dans un cœur qu'on retrouvera dès le premier épisode de WandaVision sur le calendrier. Le spectateur qui a un peu de cœur et d'empathie est totalement avec Wanda, qui est alors dévastée, qui est submergée par cette vague de chagrin qu'elle évoquait déjà avec Vision au sujet de la mort de son frère Pietro. Et regardez ce qui se passe quand vous laissez Wanda se noyer. En quelque sorte, on peut dire que le cœur de Wanda déborde de chagrin et qu'elle le projette autour d'elle sans le vouloir dans une décharge magique phénoménale. Trop de chagrin pour elle seule, elle avait besoin d'aide et de soutien, mais Hayward lui a donné la dernière poussée alors qu'elle était déjà au bord du précipice. Une vague qui prend la forme d'une déferlante magique issue du cœur même de Wanda et qui vient totalement recomposer la réalité environnante dans un moment directement inspiré par House of M, jusque dans la forme des blocs qui forment la maison autour d'elle. Au passage, on remarque une référence éclair au fabuleux film Blade Runner avec le terme Tannhauser Gate sur le cinéma, sachant qu'il s'agit d'un terme iconique du fameux monologue de Roy Batty, dans Blade Runner donc, un clin d'œil à l'androïde le plus émouvant du cinéma, rien que ça. Dans la scène de recréation de Vision, on remarque évidemment les lignes d'énergie dorée qui émanent de Wanda, comme si elle avait pu emmagasiner la puissance de la pierre de l'esprit en la détruisant, ou comme si elle l'a reconstituée à partir des atomes dispersés par Thanos. La mise en scène nous montre déjà le reflet de Vision dans le téléviseur, comme pour annoncer qu'il ne pourra exister qu'au sein de cette fiction. On remarque aussi un effet de lumière de forme hexagonale qui tease l'importance de cette forme dans l'expression des pouvoirs de Wanda. Agatha applaudit dans les gradins ayant accueilli le public véritable devant lequel ont été tournés les 2 premiers épisodes de la série. Les coulisses de la série sont donc intégrées à la fiction elle-même, difficile de faire plus méta pour une œuvre qui s'appuie autant sur l'histoire de la télévision. Alors je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que c'est quand même vachement bien pensé tout ça. Agatha en a plus qu'assez pour arriver à la conclusion que Wanda est extrêmement dangereuse. On la découvre dans toute sa splendeur, alors qu'elle tient en laisse magique Tommy et Billy, des enfants qu'elle décrit, tout comme Vision, comme des expressions de la magie du chaos issue de Wanda, un être mythique capable de génération spontanée, la sorcière rouge. Et bim, le nom est enfin lâché pour la toute première fois au sein du Marvel Cinematic Universe. Mais hop hop hop, un instant là, pourquoi diable Agatha accepterait-elle ou aurait-elle l'idée saugrenue de laisser Wanda sortir et donc réaccéder à ses immenses pouvoirs? Ça me paraît un peu bizarre, pas à vous, mais j'y reviendrai dans la partie théorie. Mais bien sûr, avant de passer aux théories, il nous reste une scène mi-crédit à évoquer, et quelle scène! Et je dois dire que je m'en veux quand même pas mal de ne pas avoir pu vous l'annoncer dans tous ces détails, puisque j'avais tous les éléments en main, il suffisait de les remettre dans le bon ordre. Et oui, on sait bien que la cataracte, le nom du projet secret de Hayward, c'est cette maladie qui donne de l'extérieur cette apparence de blanchiment, et en blanchissant la vision, on obtient bien sûr ce modèle tout droit issu du run Vision Quest dans les Vengeurs de la Côte Ouest, que je vous avais déjà présenté à plusieurs reprises au fil de ces vidéos. Et il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui m'échappait dans le sens du mot cataracte en rapport avec Vision. Je devais l'avoir sur le bout de l'esprit, comme on dit sur le bout de la langue, mais la série m'a bien eu en me faisant croire, comme à vous sans doute, que Hayward ne disposait plus du corps de Vision. J'aurais jamais dû faire confiance à cet abruti, c'est évident qu'il mentait. Les résidus de la magie de Wanda sur le drone suffisent donc à animer cette version parfaitement robotique et sans âme a priori, sans doute dotée d'une capacité de destruction poussée au maximum, et il contemple une main faite pour détruire. Et avant d'en venir pour de bon à la partie théorie de cette vidéo, je vous rappelle que l'opération 500 000 abonnés pour la chaîne Captain Popcorn, c'est la mienne, ça tombe bien, est toujours en cours, et donc je compte sur votre soutien, rameutez vos amis, vos ennemis, les gens que vous ne connaissez pas, et sinon je serai obligé de sévir, d'utiliser mes pouvoirs pour transmuter toutes vos garde-robes, aussi menues soient-elles ou gigantesques, peu importe, en style sokovien fin 20e siècle. Alors peut-être que vous y verrez un petit côté funky, pull de Noël, mais je peux vous dire que ça va pas vous plaire longtemps.
Quoi de mieux pour commencer cette partie théorique que d'évoquer du latin approximatif de fin XVIIe siècle pour des incantations magiques? Vous voyez de quoi je veux parler? Après un appel à l'aide que j'avais lancé sur Twitter et différentes réponses de personnes que je remercie ici, j'en suis venu à la conclusion que l'interprétation qui me semble la plus plausible pour les incantations, c'est mort à cette aberration de la nature. Alors il y a d'autres interprétations possibles, mais dans le contexte de la série, c'est celle qui me semble avoir le plus de sens. Cette aberration de la nature désignerait bien sûr Agatha, mais plus précisément, je pense, la force avec laquelle elle a commencé à faire commerce en se plongeant dans les savoirs interdits, certainement représentés par les grimoires aperçus dans son repère. Alors oui, je sais bien que certains d'entre vous sont très remontés, ils en ont absolument marre des théories sur Méphisto, etc. Et ils pensent sans doute que les seuls adversaires qu'on verra, eh bien on les a déjà vus, il s'agit d'Agatha et Cataracte, mais personnellement moi je n'en suis toujours pas convaincu, donc je continue à creuser du côté d'une entité démoniaque qui pourrait se révéler au cours du dernier épisode. Alors cette entité, elle pourrait tout aussi bien être révélée en cours d'épisode 9 qu'à la toute fin, sous forme de clin d'œil de scène post-crédit, même si pour la scène post-crédit je verrais plutôt le Docteur Strange, et cette entité, elle pourrait être une forme de mélange entre Méphisto et Nightmare. Alors je sais bien qu'auparavant je n'évoquais que Méphisto, et clairement si je devais faire le choix ce serait le personnage que je préférerais et de loin, mais je suis obligé de prendre en compte les mentions aux cauchemars qui apparaissent de plus en plus dans la série, et notamment dans cet épisode 8, avec cet épisode du Dick Van Dyke Show, où c'est carrément un cauchemar dans l'entièreté de l'épisode, donc un petit mélange en Méphisto Nightmare pourrait avoir du sens. Et on a même Wanda jeune qui dit « à la fin de l'épisode tu te rends compte que rien n'était vrai », ce n'était qu'un mauvais rêve. Alors bien sûr, du pur Nightmare, ça m'étonnerait puisque les pouvoirs de cette entité sont vraiment liés au moment où les êtres humains sont endormis et où leur esprit est accessible en quelque sorte à la dimension sur laquelle règne Nightmare. Voilà pourquoi je pense qu'un mélange Méphisto et Nightmare pourrait avoir du sens dans le cadre de la série. Alors comment on pourrait l'appeler ce démon, ce mélange? Alors vous avez le choix entre Méphimar ou Nightisto, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais bon là si vous entendez un petit bruit, c'est Bambou qui lappe son eau juste sous la caméra. Oui je sais, le placement est pas des plus opportuns, mais là j'avais pas trop le choix aujourd'hui. Oui, elle continue à boire, elle boit très longtemps. Une observation également au sujet du face-à-face entre Agatha et Wanda en fin d'épisode. Pourquoi Agatha aurait-elle permis à Wanda de renouer avec ses pouvoirs? C'est simple, soit c'est une illusion, tout se passe encore dans la tête de Wanda, et les deux sont encore dans le sous-sol, ce qui s'inscrirait un peu plus dans le thème du cauchemar contrôlé, soit c'est une facilité scénaristique, jouant sur le fait qu'Agatha aurait trop la confiance du fait de ses deux petits otages. Mais alors si Agatha est vraiment sortie, je pense qu'elle va avoir quelques petits soucis, des petites surprises, que ce soit en provenance de Monica dont elle ignore tout des pouvoirs, ou encore de Billy qui pourrait lui causer des problèmes, sans parler de Wanda elle-même dont les pouvoirs sont plus qu'amplement suffisants je pense. Mais je sors de cette digression pour revenir au raisonnement d'ensemble qui m'amène à penser encore et toujours qu'il y a bien une force supérieure qui doit encore se révéler. Outre les différentes références surnaturelles, que ce soit au diable, à l'enfer, etc., que j'ai relevées au cours des épisodes de WandaVision, la grande question que je me pose, c'est comment on pourrait proposer un final haut niveau pour créer des enjeux pour le prochain film Doctor Strange, avec seulement Agatha. Agatha est puissante, mais à mon avis, elle est loin d'être plus puissante que le Doctor Strange. Il faut donc une menace surnaturelle nettement supérieure. Alors, à part Wanda elle-même, qui cela pourrait-il être? Alors bien sûr, Wanda reste une possibilité, on va voir dans quel état psychologique elle termine cette saison, mais pour l'instant j'ai quand même tendance à penser que cette entité c'est le fameux Ralph, le mari invisible que Agatha Agnès a beaucoup évoqué et qui doit encore nous être révélé. Ce Ralph correspond, il me semble, à l'entité, au monstre contre nature que les sorcières tentent de chasser en tuant Agatha. Le bruit que génère sa magie alors qu'elle absorbe celle des sorcières me fait vraiment penser à une force démoniaque affamée de magie et de puissance vitale. De mon point de vue, tout le sens de la fameuse publicité Yo Magic n'a pas encore été révélé, et il y a toujours quelque part cette notion d'absorber les pouvoirs, que ce soit ceux de Wanda ou encore de ses enfants. Et sur la fameuse question de l'interprète qui pourrait donner corps à cette entité surnaturelle, vous vous souvenez certainement de ce que j'avais évoqué au sujet de Paul Bettany qui parlait en interview d'un acteur dont il est fan depuis 30 ans, un génie avec qui il a eu un feu d'artifice sur le plateau.
Alors bien sûr, hein, la théorie la plus plausible pour l'instant, c'est que Paul Bettany nous trollait depuis le début et qu'en fait il parlait d'un face-à-face avec lui-même, puisque évidemment Cataract va se retrouver face aux visions recréées par Wanda, mais il reste quand même une petite chance qu'un caméo d'un autre acteur reste possible. J'en reviens quand même au lapin, Seigneur Scratchy. Le démon pourrait-il se cacher sous cette forme? Alors oui, ce serait amusant, mais un simple familier démoniaque serait suffisant pour expliquer la façon dont Seigneur Scratchy a grignoté la cigale. Un démon du calibre de Dormammu accepterait-il de passer pour un lapin? Voilà qui me semblerait un peu particulier comme introduction, si on veut qu'il puisse induire une certaine frayeur chez le spectateur. Toujours lié à cette apparition possible, il reste la question de Dottie, la voisine. Il est parfaitement possible que son rôle ne soit rien de plus que celui d'une citoyenne parmi tant d'autres, mais il y a quand même cette histoire de For the Children qui pourrait n'être que l'expression du désir inconscient de Wanda d'avoir des enfants, c'est vrai. Alors personnellement, comme vous l'aurez compris, je continue à préférer la théorie selon laquelle ces enfants qu'on a poussé Wanda à concevoir seraient voulus par une entité surnaturelle extérieure pour s'en nourrir, mais j'avoue que ça fait beaucoup de pistes narratives à fermer au cours d'un épisode qui ferait apparemment à peine 50 minutes. Mais bon, on ne sait jamais, je vais quand même garder un petit œil sur Dottie dans le dernier épisode, puisqu'il me paraît un petit peu étonnant que Kevin Feige lui-même ait dû valider ce casting de l'actrice. Alors peut-être qu'il aime tout simplement aller loin dans le contrôle des détails, hein, c'est très possible. Bon, j'arrête de vous embêter avec ces démons qui sortent de mon imaginaire, et intéressons-nous plutôt à la question des mutants. Alors est-ce que Wanda Maximoff est une mutante? Eh bien on n'a toujours pas la réponse définitive à cette question, peut-être qu'on l'aura dans le dernier épisode, mais celui qui semble plus amener les mutants quand même, c'est le Pietro du MCU, puisque lui n'est pas un être Nexus, et pourtant il a lui aussi survécu à son contact avec la pierre d'infinité de l'esprit. On peut donc supposer qu'il y a quelque chose dans la génétique de Wanda et Pietro qui leur ont permis d'y survivre, et donc le fameux gène mutant tant recherché par les fans. Et justement, restons sur Pietro, ou plus exactement Fietro pour Fake Pietro. Reste à déterminer qui il est exactement. Alors je ne vois toujours aucune raison pour en faire le Peter de l'univers des X-Men. Si Agatha n'a pas utilisé le corps du véritable frère de Wanda parce qu'il était trop loin et troué, je ne vois pas en quoi il serait plus facile d'aller se fournir dans le multivers, franchement. En revanche, ce Pietro va sans doute devenir un personnage qui devrait rester, je pense, j'espère en tout cas, dans le MCU, et là je vois deux possibilités tout simplement. Soit il conserve les pouvoirs qu'il a acquis de Quicksilver, et il reste à savoir comment précisément il a acquis de tels pouvoirs. Est-ce que c'est Wanda qui les lui a donnés pour qu'il y ait une cohérence, ou est-ce que Agatha a suffisamment de pouvoir elle-même pour donner une super vitesse à ce Pietro? Ça me semble quand même un petit peu gros. Donc soit il devient une sorte de nouveau Quicksilver, soit il pourrait éventuellement servir d'enveloppe charnelle, de réceptacle pour cette entité démoniaque que j'évoquais, à moins qu'elle ne sorte directement, qu'elle ne s'exprime directement dans le corps d'Agatha elle-même. Ce sont les deux grandes possibilités si on n'a pas le caméo d'un nouvel acteur. J'ai vu passer une question intéressante sur la façon qu'avait le Sword de suivre le corps de Vision à l'intérieur de Westview, puisque normalement ce suivi s'effectuait sur la présence de Vibranium, et Vision a été créé de toutes pièces à partir d'énergie pure par Wanda, on l'a vu. Alors comment ça s'explique? Eh bien je pense tout simplement que Wanda est suffisamment puissante, en tout cas à l'intérieur de son ex, pour créer du vibranium ex nihilo, ou en tout cas transformer de l'énergie, quelle que soit son origine, en vibranium. Et donc voilà, Wanda est badass, c'est comme ça. Autre théorie importante, que va devenir Vision à la fin de la série? Alors une théorie que j'ai eue tout de suite, comme sans doute beaucoup d'entre vous en regardant l'épisode, c'est qu'il pourrait par exemple fusionner cette forme énergétique qu'il a initialement, on va dire, dans le X, avec son véritable corps qui va arriver sous la forme de Cataract. Mais ça fait un petit peu trop happy hand, ça me semble un peu trop facile. Et oui, j'ai comme l'impression que tout ce message sur le deuil dans la série perdrait un peu de son sens si Wanda pouvait aussi facilement, entre guillemets, faire ses retrouvailles avec le Vision tel que celui qu'elle a connu avant. Alors je pense par contre qu'elle aura l'occasion enfin de faire un dernier adieu, en bonne et due forme si j'ose dire, à Vision, et qu'elle pourra se projeter dans une forme d'avenir avec ses enfants, enfin supposer qu'elle reste en compagnie de ses enfants à la fin de la série. Et oui, Billy et Tommy, qu'est-ce qui va leur arriver? Alors on peut supposer qu'ils ont éventuellement déjà la capacité, contrairement à leur père, d'exister en dehors du ex de Westview,
Mais si ce n'est pas le cas, alors là, j'imagine carrément que Wanda pourra créer un phénomène encore plus important, d'ampleur cosmique, pour rester avec eux. Et si elle les perdait, du moins temporairement, je pense qu'elle basculerait dans une forme de folie où on s'approcherait carrément du scénario House of M et on aurait une reconstitution quasiment complète du multivers du MCU qui aurait un impact sur tout le reste de la phase 4 et même au-delà éventuellement. Et oui, après tout, on sait bien que le titre du prochain Doctor Strange sera Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et donc pour introduire un multivers de la folie, il faut bien qu'il y ait une graine de folie quelque part. Est-ce que c'est la folie de Wanda qui perdra la raison après avoir perdu Vision pour la 3e fois et ses enfants en plus? Ce serait vraiment une fin dévastatrice pour elle et pour les spectateurs. Ou alors la folie qui viendrait de cette créature démoniaque que j'attends, que j'espère encore. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, donc, comme je vous l'ai déjà demandé, et puis de me retrouver le vendredi 5 mars à 21 h sur le lancement, on va dire, de ma chaîne Twitch. Vous avez le lien en description de la vidéo. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut!